Bonsoir à tous. Donc bienvenue pour la troisième séance de ce cycle 20e siècle, etc., organisé par le Fonds régional d'art contemporain, l'Artothèque et puis l'École supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg. Donc nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Marion Duquesroy pour une conférence qui ce soir va être consacrée à une artiste femme et française, une fois n'est pas coutume, Sophie Calle. Donc, cette conférence est notamment organisée à l'occasion de la diffusion en ce moment au Fonds régional d'art contemporain, donc maintenant Normandie-Caen et non plus Basse-Normandie, d'une œuvre de Sophie Calle qui appartient à la collection du FRAC. Donc, c'est une œuvre vidéo qui s'appelle Unfinished Cash Machine, l'une des rares œuvres vidéo d'ailleurs de Sophie Calle. Donc on vous invite, si vous en avez l'occasion, à aller la voir au FRAC jusqu'à la fin mars. Et puis comme d'habitude, on vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir les expositions proposées dans nos différents lieux, donc notamment toujours Bernard Quéniaud et également Bernard Leguet à l'Artothèque de Caen. Et puis en ce qui nous concerne pour notre école, toujours l'exposition de nos élèves félicités à l'abbaye aux Dames. Et puis vendredi et samedi de cette semaine, de 14h à 20h, un salon qui s'appelle Impressions multiples et qui met à l'honneur des éditeurs qui produisent des micro-éditions, des ouvrages artistiques et notamment aussi des éditions d'étudiants, d'anciens étudiants de l'école et d'autres écoles. Donc voilà, n'hésitez pas à venir y faire un saut si vous en avez l'occasion. Et je laisse la parole à Marion et vous souhaite une bonne conférence. Alors on pourrait commencer, je ne sais pas comment me mettre pour ne pas avoir trop mal, je crois qu'il faut que je sois juste très, très droite, par poser que là, peut-être qu'on peut avoir moins de lumière sur les images, c'est possible? Vous voyez bien ou c'est un peu... Vous êtes en plein soleil? Vous aimez bien? C'est mieux comme ça? D'accord. Alors on pourrait poser, donc dans un premier temps, que l'art est le contraire du hasard. Puisque l'art, qu'il soit compris au sens ancien, donc celui de la technique, ou moderne, celui des beaux-arts, il s'est construit contre cette idée du hasard. L'homme, l'artisan, l'artiste, est mu par le désir de faire, il est régi par des règles. Et faire, c'est, de fait, refuser le hasard. En amont, est-ce que ce ne serait pas davantage l'idée ou le désir même de faire qui va à l'encontre du hasard? L'homme possède donc la qualité de maîtrise qui vient épauler ce faire. Pourtant, dès l'Antiquité circulent des histoires qui mêlent art et hasard, comme celle, entre autres, de Protogène, qui, incapable de peindre donc la bave qui sort de la gueule d'un chien, jette de dépit son éponge sur le tableau. Le miracle se fait puisque la trace laissée par l'impact de l'éponge sur la toile produit exactement l'effet recherché. C'est le hasard, ici, qui délivre Protogène de son perfectionnisme et lui fait atteindre le rendu vrai. Alors Pline l'Ancien en parle en ces mots dans son Histoire naturelle. Je le cite. Il y a dans ce tableau un chien dont l'exécution est l'objet de curiosité, car cette effigie doit aussi au hasard et pour une part égale sa réalisation. L'artiste trouvait que chez le chien, il n'arrivait pas à rendre la bave de l'animal haletant, alors que tous les autres détails le satisfaisaient, ce qui était fort difficile. Ce qui lui déplaisait, c'était l'art même. Il ne pouvait en atténuer l'effet, bien qu'il semblât excessif et trop éloigné de la vérité. La bave n'avait pas l'air de sortir de la gueule de l'animal, elle avait l'air d'être peinte. L'esprit inquiet et tourmenté, voulant obtenir dans sa peinture le vrai et non le vraisemblable, il avait effacé plusieurs fois, il avait changé de pinceau, mais rien ne le contentait. Finalement, il se mit en colère contre cet art trop visible et lança son éponge sur l'endroit du tableau qui ne lui plaisait pas. Or, l'éponge remplaça les couleurs effacées de la façon qu'il souhaitait, et dans ce tableau, la chance reproduisit la nature. Donc c'est bien ici le renoncement à la peinture, le découragement, le fait qu'il jette l'éponge
au propre comme au figuré, qui mène à une plus grande vérité. Protogène reproduira son geste sur d'autres tableaux pour finalement maîtriser le hasard. Alors si on fait un grand saut dans le temps et qu'on arrive dans le champ de l'art contemporain qui nous intéresse, il est dit que tout commencerait avec Marcel Duchamp, encore lui. S'en suivront les chantres des avant-gardes, de Dada, auxquels Duchamp appartenait, au surréalisme, puis aux États-Unis, entre autres avec John Cage, qu'on vient d'entendre, ou Jackson Pollock. Ainsi, Duchamp, sur lequel on va revenir, serait une fois de plus un détracteur des valeurs traditionnelles de l'art et de la production artistique. L'artiste serait irresponsable et s'en remettrait au hasard, à l'absence de contrôle, d'effort, de travail. Il est paresseux en somme. L'artiste donc utilise pour cette paresse ou de paresse l'aléatoire. Il fait même une faute qui peut être morale. Finalement, comme l'annonce Roger Caillois, qui est donc un philosophe, le nouvel artiste s'abandonne. Je le cite dans son esthétique généralisée qui est parue en 1962. Il nous dit, Caillois, il imagine cet artiste moderne de s'en remettre au hasard. Il récuse par principe toute intervention consciente, toute hésitation et toute opinion, le recours à une adresse, le secours d'un contrôle. Il entend que le résultat de son activité soit purement fortuit et il s'applique en conséquence à le protéger contre la moindre immixtion qui permettrait de conjecturer qu'une nombre d'initiatives intelligentes ou concertées y eut part. Alors, si on revient au début du XXe siècle, dans le livre donc Après le cubisme 1918, écrit par Amédée Ozenfant et Charles-Édouard Jeanneret, qui deviendra donc Le Corbusier, un sort définitif est fait au hasard. Une œuvre d'art véritable, selon ces deux auteurs, doit être le résultat de choix rigoureux et déterminés. Ils nous disent donc, en page 92, que l'œuvre ne doit pas être accidentelle, exceptionnelle, impressionniste, inorganique, protestataire, pittoresque, mais au contraire, générale, statique, expressive de l'invariant. L'art devrait être gouverné par la raison, tout comme la science et l'industrie, afin d'évacuer toute forme de subjectivité qui peut être conjecturale, aléatoire et douteuse, voire moralement contestable. Donc dans cet ouvrage, le purisme présenté est la forme émergente dite post-cubiste et sert de forme de petit traité à l'esprit moderne. Il y est question de rejet de l'excès, de la purification visuelle et physique, et on peut donc y trouver, à l'intérieur de ce traité, certaines formules demandant à ce qu'il n'y ait, je cite, pas d'œuvre d'art sans système, clamant que la marche entière de l'évolution est une fonction d'épurement, pour finalement affirmer que l'œuvre humaine est une mise en ordre. Ça rigolait pas trop, c'était bien carré. Alors je vous ai mis bien carré. Donc de Ozenfant. Donc ici on a une nature morte avec bouteille de 22, pichet blanc de 26. Donc le Corbusier avec nature morte de 1920. Et je crois que c'est tout. Alors ces citations, tirées donc de ce traité, montrent la recherche de lois susceptibles de gouverner la création artistique et de structurer l'esprit des artistes. Au final, c'est une forme de grande loi régissant l'ensemble de la création à laquelle donc ces artistes aspirent. Cette volonté commune dans les années 20 se retrouve entre autres chez Fernand Léger. Alors je suis désolée, l'image elle est très mauvaise. Avec une fonction sociale de l'artiste qui aurait donc comme mission
de mettre de l'ordre dans le spectacle de la vie moderne, je le cite, en concentrant la beauté moderne dispersée par le hasard. Alors on retrouve cette pensée chez certains des artistes américains des années 60, de façon un petit peu différente, un peu modulée, et entre autres chez les minimalistes, avec Mel Bochner et Donald Judd. Donc pour Judd, l'importance est donnée à la proportion ou à la symétrie, et à la symétrie et à la production, selon un principe de série indexée à une progression mathématique. On voit clairement donc le lien entre les idées modernistes nées en Europe et le nouvel art qui prend son essor aux États-Unis. Bien que cette influence des avant-gardes ou de l'art européen sur l'art américain soit réfutée par les artistes américains, puisqu'ils appellent à une rupture nette par rapport à ce qui s'est passé en Europe. Donc on retrouve la même volonté de régir les œuvres selon des principes logiques plutôt que des décisions personnelles, qui seraient de l'ordre de l'expression ou de l'improvisation. Ils ont le projet d'abolir l'aléatoire comme processus créatif par une démarche systématique. Alors je vous ai mis un Mel Bochner qui dira de façon rétrospective que l'utilisation du langage et des nombres lui procurait une méthode dépersonnalisée permettant un détachement de l'expressionnisme abstrait et du pop art. Alors on peut dégager quelques grandes lignes de cette pratique des années 60. On aurait d'abord donc une primauté du principe analytique par rapport à l'empirique, une mise à l'épreuve des systèmes pour cadrer la démarche créatrice, des œuvres présentées qui seraient fondées sur des dérivations d'éléments constitutifs, une conception de procédures prédéterminées, et enfin un recours à la sérialité. Cependant, donc si l'ordre et la règle permettaient dans les années 20, avec entre autres les puristes, de faire œuvre de l'ordonnance, ces deux systèmes peuvent être assimilés à l'œuvre elle-même. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment on peut utiliser ce hasard, mais comme une méthode de processus, comme un processus créatif. Donc il faudra questionner ce hasard comme une méthode, et de fait, on va se placer du côté de la production. On aura donc une articulation entre la dimension technique et la question esthétique. Puisque le hasard n'est jamais gratuit, que l'on fait des choix, que cela engage la responsabilité de l'artiste, tout autant que son goût. Par ailleurs, ce concept de hasard est dès les débuts problématique. C'est-à-dire, est-ce qu'il est chanceux ou malheureux, ce hasard ? Quel est le risque de ce hasard quand on joue Et est-ce qu'il est lié à des notions de croyance ? Alors on pourrait s'en remettre à la définition d'Aristote, si on refait un flashback, sur cette définition, sur cette question de la définition du hasard qu'il nous donne dans les leçons de physique. Il nous dit « Il y a une foule de choses qui se produisent et qui sont par l'effet du hasard et spontanément. » Et affirme donc que le hasard, ni rien de ce qui vient du hasard ne peut être la cause des choses qui sont nécessairement et toujours, ou des choses qui arrivent dans la plupart des cas. En d'autres mots, pour Aristote, le hasard ne peut provenir que du hasard. Mais il est quand même intéressant de confronter en fait cette définition avec entre autres celle que donne Cournot au XIXe siècle, qui définissait donc le hasard comme, je le cite, la rencontre de deux séries causales indépendantes. En fait, ce seraient deux événements
déterminés, mais qui, de façon fortuite, se croiseraient et provoqueraient donc ce hasard. Donc il ne serait pas issu, le hasard ne serait pas issu simplement du hasard, mais bien de choses construites en amont qui provoqueraient ce hasard. Ça va pour l'instant? Alors, mais si on prend l'ensemble de ces définitions, quelle place on peut accorder au hasard dans le champ des arts? On a en effet un nouveau problème, car dans ce champ d'études, on parle de hasard provoqué. Ce qui définit donc le hasard en art, ce serait donc un nœud de cause, et cela l'écarterait de cette notion de miracle. D'accord ? Ce serait bien des choses qui seraient programmées pour provoquer un hasard, et non pas un hasard divin qui tomberait comme ça sur l'artiste. Alors, mais je vous en ai mis une autre, excusez-moi. Alors, on va l'écouter après. Alors, si on revient à Duchamp, héros du hasard, il y a donc cette œuvre qui s'appelle « 3 stoppages étalons du hasard en conserve » de 1913, où Duchamp va répéter 3 fois donc l'expérience suivante, puisqu'il va laisser tomber horizontalement un fil de 1 mètre de longueur, depuis 1 mètre de hauteur, et il va laisser donc le fil, en tombant, se déformer à son gré. Il collecte donc les 3 œuvres, il les fixe avec du vernis et sur une bande de toile collée sur une plaque de verre. Puis il va reporter donc ces mêmes lignes pour les découper en 3 mètres différents. L'ensemble va être rangé dans une boîte de croquettes. Le jeu, pardon, excusez-moi. Il nous dit à ce sujet, lors d'un entretien, « Mes 3 stoppages étalons sont donnés par 3 expériences et la forme est un peu différente pour chacune. Je garde la ligne et j'ai un mètre déformé. C'est un mètre en conserve, si vous voulez, c'est du hasard en conserve. » Alors, on a une autre œuvre musicale de Duchamp, de 1913, qui s'appelle Erato Musical. Et alors là, c'est une... Est-ce que ça va marcher? Oui, cette fois-ci. Je sais pas comment on fait pour l'avoir en... Ah. Doce, 63, 60, 7, 75,
72, 17, 48, 65, 14, 22, 67, 19, 64, 66, 36, 85, 57, 61, 59, 76, 24, 9, 55, 45, 69, 6, 10, 78, 33, 68, 74, 23, 35, 29, 18, 16, 56, 77, 62, 70, 83, 31, C'est pour vous annoncer le nouveau relais que je vous présenter après. 46, 53, 30, 32, 71, 2, 4, 40, 8, 28, 43, 58, 51, 44, 50, 34, 5, 39, 13, 27, 1, 25, 41, 15, 26, 54, 73, 37, 3, 82, 42, 81, 49, 84, 47, 52, 20, 38, 21,
79, 80 y 11. Je vais laisser en fond aussi un petit peu. Donc on voit que dans cette œuvre écriture musicale de Duchamp, on a comme ça un hasard qui est utilisé comme un processeur, un processus créatif. D'abord en faisant tomber donc les boules numérotées au hasard dans les bacs. Puis on fait la lecture des numéros sur les boules en piochant dedans au hasard, mais de façon réduite. Et puis ensuite, les nombres sont écrits sur le tableau et retranscrits musicalement. Donc avec une partition qui serait comme ça, aléatoire, changeante, etc. à chaque performance. Mais ce qui est intéressant, et ce que démontre donc le philosophe et esthéticien Étienne Souriau, c'est que le rôle du hasard en art existe, certes, mais il est à chaque fois limité. L'artiste a toujours le contrôle final de ce qu'il va produire. Alors, je vais l'arrêter. Je vais revenir ici. Alors, déjà au XVIIIe siècle, on a un peintre anglais qui s'appelle Alexander Cousens, qui va utiliser ce hasard de l'accident, on va dire, spécifiquement pour lui, la question de la tâche posée au hasard comme point de départ pour ses aquarelles et pour ses paysages. Donc on sait qu'en 1785, donc ce peintre publie, un an donc avant sa mort, un court traité. Donc vous avez ici la couverture qui s'intitule, je traduis, « Une nouvelle méthode pour secourir l'invention dans le dessin des compositions originales de paysages ». Ce traité est accompagné de planches illustratives réalisées à l'aquatinte et à l'eau forte. Et il va élaborer une sorte de manuel à l'usage donc des jeunes peintres, les incitant même à utiliser la tâche posée au hasard au préalable sur la toile comme une ébauche ou un point de départ pour la composition de paysages. Ici donc, le hasard aiderait à activer le pouvoir de l'invention.
Il n'y a donc pas, du moins dans le champ esthétique, lieu d'opposer le hasard à la notion du choix, puisque le choix rend possible finalement le caractère aléatoire. Et le hasard donc peut être une forme d'accident ou une méthode si on sait exploiter ce hasard, c'est-à-dire si on maîtrise bien les techniques et le sujet, on joue avec l'accident, donc on ne peut pas le reproduire, ce qui amène à une sacralisation du geste artistique, et donc un retour de l'artiste comme un génie, au contraire par exemple du pop art, on essaie d'enlever le geste artistique. Mais par contre, le hasard méthodique, le hasard comme une méthode, il va se distinguer de ce hasard aléatoire, où on va au contraire, cette fois-ci, oublier la main, et créer une œuvre d'art de hasard pure par une mécanique de précision. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un protocole de hasard en amont. Alors celui qui fait ça très bien, pour essayer d'exemplifier ce que je viens de vous dire, c'est François Morlet. J'avais dit que c'était invité. Alors ici, vous avez répartition aléatoire de 40 mètres carrés de 1962, où on sait qu'il va utiliser l'annuaire du téléphone pour donner les numéros pairs et impairs, et comme ça, il va colorier les petits carrés, les sous-petits carrés, en fait, de la toile. Alors ici, on sait par exemple que les nombres pairs de l'annuaire seront en bleu et les nombres impairs seront en rouge. Il y en a fait d'autres, on l'a en noir et blanc aussi. Mais il aurait aussi pu choisir pile ou face. Il aurait pu choisir autre chose que l'annuaire. Le résultat aurait été le même. L'objectif de Morlet, c'est que tout soit justifiable pour le spectateur. Donc, il doit mettre en place des règles statiques qui vont régir l'aléatoire. Alors pourtant, il y a une répartition, si on regarde celle-ci ou celle-ci, quasi égale des couleurs, puisque là, en fait, on fait appel à la loi des grands nombres, puisque plus le tirage est grand, et plus la répartition s'équilibre. Voilà, c'est un système mathématique. Si c'était plus petit, il y aurait moins de chances d'avoir autant des deux couleurs, mais plus ça va être grand, plus en fait on va avoir autant de nombres pairs que de nombres impairs, autant de piles que de faces, autant de bleus que de verts, etc. La juste apposition des couleurs va créer un effet de texture, ce qui va donc donner un phénomène perceptif lorsque le regard ne peut se fixer sur le détail. Puisque l'œil ne peut synthétiser, il ne va voir qu'une qualité de l'œuvre et le multiple va devenir homogène. Alors, dans le travail de Morlet, on a une invitation au déplacement lorsqu'on regarde l'œuvre, une invitation au mouvement, et qui va permettre en fait de faire changer cette vision. On a un système en 58, donc avec répartition aléatoire de triangles, où Morlet va mettre en place deux formes de hasard. Donc la première forme, c'est une forme expérimentale, mais avec une possibilité de variation très peu élevée. Et puis ensuite, une deuxième forme qui va être le positionnement aléatoire d'objets dans l'espace, et qui va créer en fait un pseudo-désordre
mais qui est choisi par l'artiste. Donc Morlaix va mimer en quelque sorte une forme de désordre, même si derrière tout ça, il y a en fait un système qui est relativement simple et rigoureux. Alors, je vous avais mis... Je sais pas si ça va marcher cette fois-ci. On peut l'ouvrir de façon simple? Pas du tout. Oui. Celle-ci. Pardon. On a formé un groupe de recherche d'art visuel, on était 6 donc, et on partageait en gros les mêmes idées. Pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir des matériaux nouveaux. En 63, j'avais exposé à la Biennale de Paris, c'était les tisons en acier inox comme la sphère, c'est les grillages superposés, et c'est des reflets de néon dans l'eau. Le néon, d'abord, c'est un matériau qui n'avait jamais été utilisé dans l'art. Moi, j'ai choisi le néon qui, à cette époque-là, n'était que pour la pub. Donc, pour moi, c'était le matériau de mauvais goût par excellence. Le matériau lui-même est une ligne droite, dure. C'est droit, c'est dur, c'est vulgaire, ça avait tout pour me plaire. Après, j'ai vu qu'en fin de compte, il restait des trucs à trouver sur la surface des tableaux, surtout si on le penche, si on en fait plein de couillonnades. Et je suis revenu sans abandonner le néon ni les grillages. J'ai un principe d'éléments de géométrie. Je trouvais que mes systèmes étaient un peu trop sérieux et après j'ai voulu jouer un peu mieux avec la répartition des formes. En fin de compte, j'utilise le hasard à 99%, c'est pour positionner ou des lignes droites ou des courbes, et ça se positionne comme des batailles navales, comme les mots croisés, c'est tout bête. Bon. Bon. Par rapport au trait de crayon. Oui, j'ai 3 épaisseurs. Je t'en mets un bout comme ça, puis je te relie les 2 lignes. D'accord. On va le faire plus petit quand même. On en utilise des kilomètres. Oui, non, là... Voilà, c'est un peu fin. Là, non. Il ne peut pas s'arrêter quand il commence. Je te fais 3 essais. Ça, c'est des marqueurs américains qui sont à l'huile. Le striptease. Verdict. Le strip, c'est bon. Oui. Voilà. On y va avec le moyen? Oui, et toujours avec ta sensibilité. Ok, ben je t'appelle quand c'est prêt alors. Oui.
C'est une flaque d'eau, ça? Oui. Depuis les années 50, j'ai beaucoup travaillé avec une forme de L. Et là, j'ai joué avec ça dans l'espace. Et donc, vous voyez, chacune est un L. Il y en a un qui est couché et l'autre qui est au-dessus. Et j'ai voulu faire croire que c'était comme une figure du Kama Sutra. Et donc, j'ai appelé ça superposition. Là, je vois que la fille est étendue par terre et lui est assis sur elle et fume une cigarette. Alors on peut s'asseoir, c'est très pratique, on peut comme ça. Ah bon? Ah, t'arrives juste. Viens voir. J'ai peur que ça soit bien. Et voilà. C'est comme si tu m'arrachais. Ah, c'est pas mal, déjà vu comme ça. Et Peut-être on l'accrochera. Il sèche vite. Oui, quasiment instantanément. On va sur place, là. On va voir où là, on est, ouais. Ok, à allez, côté vas-y. de son frère. Allons-y. On y va. Et voilà, les voilà. Un petit roulement de tambour. Voilà, allez, plaque. Laisse. Là, il y a du volume. On y va. Il est pas mal, quand même. Oh putain. On est dans le baroque, on est un peu dans le trompe-l'œil. Ah oui, on a du relief. Moi, je voulais cette nuit les appeler des routes, des lignes de fuite. Mais la nuit prochaine, je trouverai autre chose. Ah, il est très bien. Oh, il est bien. Ah, mais... Fin du premier acte. Oui, il y a vraiment un effet de... Ouais, on croirait qu'il y a un pliage. Le dernier tableau que j'ai fait, qui me plaisait tant, mais j'en suis pas sûr parce qu'il est un peu trop trompe-l'œil et tout, et il va me le mettre... C'est comme ça. Voilà, tu le montes sur le tasseau. Vas-y. Ouais, Voilà. je suis là. Tu y es? Ouais. Après, il faudra le faire glisser sur le banc, le débat. Pas trop. Parce qu'il va être... Ouais. Il va glisser tout ça, d'ailleurs. Est-ce que ça va être l'euphorie ou le faux plein? Ah, c'est toi qui diras. Ah putain! Ah putain, il y a plus de volume. Ah non? Non! Oh, il est bien. Oh, il est con. Complètement. Oh, il est bien. Ah. Les verticales paraissent pas verticales. Oui, T'as remarqué? oui, ça annule une espèce de volonté de volume. Et... On peut le faire en 3 mètres sur 3 mètres, en 40 cm sur 40 cm. Avec des grosses bandes. Avec des grosses bandes, avec... ouais. Ouais. Je crois que c'est enfin la fortune. Assez déconné quand même. Alors, chez Morlaix, même si cette œuvre-là qu'on voit n'est pas forcément la plus représentative, mais du moins celle du début, avec ses néons, on a vraiment ce hasard qui devient chez lui une forme de système et qui va s'apparenter en fait aux règles du jeu et qui va de façon ironique, hein, pour Morlaix, vous savez qu'il est plein d'humour, faire semblant d'annihiler le geste créateur, l'intuition ou l'inspiration. Il va essayer
se montrer comme un artiste finalement très objectif, ou qui va utiliser des systèmes mathématiques pour enlever au maximum cette idée de singularité de la création, ou même de génie artistique. Alors, tous ces artistes sont importants dans l'œuvre de Sophie Calle, puisqu'elle les connaît très bien, elle les maîtrise très bien. Et il y en a un autre qui n'est pas un artiste, mais qui est un auteur, qui va être extrêmement important dans son travail sur cette question du hasard, et qui son travail ne peut être compris sans ses lectures. C'est bien évidemment Georges Perec. Alors, dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, qui est écrit en 1975 par Perec, l'auteur va s'obliger à rester des heures entières à la même place pour accroître sa réceptivité à ce qu'il appelle l'infraordinaire. Alors je donne cette définition de ce terme. Il m'importe beaucoup que les questions semblent triviales et futiles. C'est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus essentielles que dans d'autres au travers desquelles nous avons vainement tenté de capter notre vérité. Donc on a comme ça cette définition de l'infraordinaire. Et je continue, il nous dit « Car que nous révèle à l'inverse l'extraordinaire, le hors-norme, le singulier, le bizarre, l'inhabituel, c'est-à-dire rien de ce qui constitue notre quotidien, rien de ce qui tisse jour après jour l'étoffe intime de notre être. Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire, 5 colonnes à la une grosse manchette. Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questionnements que je pose ou que je voudrais poser. » Ainsi, donc il va préciser cette question de l'infraordinaire. En fait, le but, ça va être vraiment de s'ouvrir comme ça aux petits gestes du quotidien pour l'artiste. Et il continue, ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire. Ainsi, on va voir comment finalement Sophie Calle va utiliser le hasard comme protocole pour vivre et pour appréhender cet infraordinaire. Alors, ce n'est pas facile d'interroger l'habituel, comme nous dit Perec, puisque justement nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Donc en soi, Perec aussi, comme Sophie Calle, va appeler à ce que nous soyons davantage conscients de notre quotidien et de la banalité afin d'y voir une forme de beauté. Alors, je ne sais pas si j'en ai... Alors, ça c'est pour me faire revenir sur la question de la performance. Il y a un autre ouvrage de Perec qui est extrêmement constitutif en fait de l'œuvre de Sophie Calle et aussi des artistes de la performance. C'est celui qui s'appelle Pérécrination, qui va paraître en plusieurs en série en fait dans Télérama entre 80 et 81 et qui va proposer donc aux piétons parisiens des trajets inhabituels régis par des règles précises. Donc encore cette idée du protocole pour arriver en fait à une forme presque hasardeuse en fait de la marche. Alors il propose 3 règles. La première, elle est tautogrammique, c'est-à-dire que les rues doivent commencer par la même lettre. Donc on doit suivre une rue après l'autre avec la même lettre.
La deuxième règle est une suite monothémique, donc avec donc le même thème, le même sujet. Donc ça peut être des rues avec des noms d'oiseaux ou des rues avec des noms de villes ou de musiciens. Et puis une plus simple, un trajet qui est défini par l'ordre alphabétique. Donc ces différentes règles qui sont mises en place en amont doivent servir à recartographier en fait la ville, un espace, afin d'arriver à être plus conscient de ce qu'il appelle cet infraordinaire. Donc on réenchante en quelque sorte avec un protocole strict, on réenchante donc ce quotidien afin de le relire. Alors, cette fois-ci, cette contrainte, ce protocole, va être appliqué au vécu et non pas simplement au langage ou à ce que l'on voit. Donc, on a une dimension expérimentale qui va demander au sujet de constater par lui-même les effets du protocole mis en place ou imposé. Alors, Sophie Calle va mentionner très régulièrement son héritage à Pérec. Et donc celui-ci est nettement visible par son goût pour le quotidien, le récit, la question de l'ordinaire ou de l'infraordinaire, et aussi la question du jeu qui se met en place. Donc elle avance d'ailleurs lors d'une émission à France Culture, en parlant de l'auteur, je la cite, que toutes ces idées, j'aurais voulu les avoir, elles me semblaient faites pour moi. Donc elle aurait vraiment aimé être Pérec avant l'heure. Alors, ce recours à une contrainte d'action, en fait, ressemble à celle imposée dans le happening ou dans la performance. Alors là, je vous ai mis 2 exemples, mais il y en a bien sûr beaucoup plus. Alors ici, on a Following Peace de Vito Acconci de 1969, où du 3 au 25 octobre, l'artiste donc a suivi de façon obsessionnelle un des piétons dans la rue, choisi au hasard de ses promenades. L'artiste dira d'ailleurs à ce propos que cette performance lui a permis de sortir de lui-même en suivant finalement l'itinéraire de quelqu'un d'autre. Donc en fait, il se remet au choix d'une autre personne et il n'a plus de choix à faire sauf celui qu'il a défini dans son protocole en amont, qui était de suivre une personne au hasard dans la rue. Après, il se déleste de toute forme de choix. Donc ça, ce sont des traces de la performance, donc des clichés. Et puis, pardon, j'en ai mis d'autres. Et puis, je vous ai mis une œuvre de Marika Burman qui s'appelle « Je voudrais rencontrer quelqu'un, quelqu'une » de 2001. Œuvre pour laquelle donc l'artiste va proposer sous forme de mail ou de lettres des rendez-vous à des inconnus à partir donc de l'invitation suivante, je cite, je voudrais rencontrer quelqu'un, et donc elle va à chaque fois rencontrer une personne, proposer de rencontrer une personne dans un espace collectif, dans un espace public, et la durée du rendez-vous va être en fonction de si la personne veut rester ou pas et quelle conversation ils vont avoir. Donc ces expériences, ici j'en ai mis que 2, mais il y en a vraiment beaucoup, montrent l'importance grandissante accordée à l'art contemporain pour le geste, la question des procédures, et en tant que constituant à part entière de l'œuvre. Alors, Sophie Calle, elle est devenue maîtresse dans l'art de proposer comme ça des œuvres hybrides, alliant le texte à l'image, photographie et vidéo. Alors, Sophie Calle, elle se définit comme une très mauvaise photographe, ce qu'elle est en soi, mais c'est pas très grave. Ces images qu'elle nous montre, en fait, sont finalement des traces de l'expérience vécue
avec donc comme ça des clichés qui ne sont pas particulièrement soignés, ni composés, ni cadrés, etc. Et les textes, ils sont toujours très courts, narratifs, et ils vont avoir une dimension testimoniale en fait. Il n'y a pas d'effet d'écriture comme il n'y a pas d'effet de photographie. Le spectateur, il est donc convoqué, il est appelé à être actif pour reconstituer les événements. Elle ne nous met pas face à des œuvres esthétiquement belles ou qui peuvent nous plaire à l'œil, mais bien elle nous demande de nous remettre, de revivre l'expérience par rapport, en fonction plutôt, des traces qu'elle va nous laisser. Donc elle va faire appel à notre mémoire et à utiliser nos propres souvenirs. Et puis, on sait aussi que, donc pour l'importance de la photographie chez Sophie Calle, on sait que d'autres personnes peuvent prendre des photographies pour elle. Elle n'a pas la question de l'auteur dans ces images est assez floue. Alors, par exemple, dans Suite vénitienne, qu'on a ici, de 80, donc on a des images qui sont prises lors de la filature dans les rues de Venise. Et, est-ce que j'en ai d'autres ? Aucune ne donne à voir précisément l'homme. Elles sont donc la plupart du temps floues ou prises de trop loin, et on ne peut pas donc personnaliser ou singulariser le modèle. Ce qui est important, au-delà des œuvres qu'elle nous donne à voir, c'est que vraiment cette question du protocole dans son travail. Puisque cette question de contrainte est toujours formulée à l'avance et clairement définie par l'artiste. Alors j'en ai mis d'autres. Donc là, elle est à Venise, je pense que vous connaissez l'œuvre, elle est à Venise et elle décide de suivre le même homme tout le temps. Il est au courant et il peut, quand elle ne respecte pas les règles du jeu qu'elle a elle-même constituées, il peut lui dire. En fait, c'est le seul moment où ils ont le droit de se parler, et il lui dit là, ah non, tu respectes plus les règles, tu te recadres, tu vas derrière et tu me suis. Alors sur cette question donc de contrainte à laquelle que fournit l'artiste, mais à laquelle aussi elle se plie, et qui est toujours définie en amont de l'œuvre. Je vous ai mis donc les dormeurs de 2000, où 28 dormeurs donc, sont invités à se succéder dans son lit, et chacun doit y effectuer donc 8 heures de sommeil. Elle nous dit, c'est à chaque fois comme ça, dans ces textes très, très factuels, « J'ai demandé à des gens de m'accorder quelques heures de leur sommeil, de venir dormir dans mon lit, de s'y laisser photographier, regarder, de répondre à quelques questions. J'ai proposé à chacun un séjour de 8 heures. J'ai contacté par téléphone 45 personnes, des inconnus dont les noms m'avaient été suggérés par des connaissances communes, quelques amis et des habitants du quartier appelés à dormir le jour, tel le boulanger. Ma chambre devait devenir un espace constamment occupé pendant 8 jours, les dormeurs s'y succédant à intervalles réguliers. 29 personnes ont accepté de venir dormir. 5 d'entre elles ne se sont pas présentées, et donc une babysitter engagée par intérim au dernier moment et moi-même nous sommes substitués à elle. 16 personnes avaient refusé, soit qu'elles fussent indisponibles, soit que quelque chose leur déplut. L'occupation du lit a commencé le dimanche 1er avril 1979 à 17h et s'est terminée le lundi 9 avril à 10h. 28 dormeurs se sont succédés. Certains se sont croisés. Un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner, selon l'heure, était offert à chacun. Une laiterie propre était à disposition. Je posais quelques questions à ceux qui s'y prêtaient. Il ne s'agissait pas de savoir, d'enquêter, mais d'établir un contact neutre et distant. Je prenais en photographie toutes les heures, je regardais dormir mes hôtes. Donc dans ce protocole qu'elle définit en amont, qui est finalement très carré, on s'aperçoit que à la lecture, en fait, donc on a ces photographies mises en série, et puis on a, je peux pas me retourner, mais des ensembles de textes où elle raconte, elle fait la narration à chaque fois de chaque dormeur, et ce qu'il a fait, à quelle heure il est arrivé, etc.
Donc en fait, on a cette notion du hasard qui arrive malgré tout dans le protocole, c'est-à-dire que si les gens ont accepté de venir dormir 8 heures, enfin si ils ont accepté en fait le contrat en amont, c'est pas pour ça qu'ils l'ont respecté en arrivant. Donc certains n'ont dormi que 3 heures, certains n'ont pas voulu être photographiés, certains n'ont pas voulu discuter finalement, ou n'ont pas voulu croiser la personne qui leur succédait. Donc voilà, on a comme ça à la fois cette contrainte, cette espèce de coquille dans laquelle elle se met et qu'elle impose en fait aux autres acteurs de son travail, mais qui est peu contrôlable en fait à l'intérieur, ou du moins qui donne un petit peu qui lâche un peu de mou. Et donc elle, dans cette œuvre-là, pour essayer de coller le plus au protocole qu'elle a établi, et d'empêcher un petit peu le hasard, elle va dormir les heures à la place des gens qui ne vont pas dormir leurs 8 heures d'affilée. Donc quand ils partent en amont, c'est elle qui se met dans le lit pour finir les 8 heures de sommeil. Ou, ce qu'elle dit, c'est qu'elle engage une babysitter quand il manque vraiment trop de monde. Donc elle essaie comme ça de colmater un petit peu une grille, en fait, une grille de travail qui ne se respecte pas forcément à l'intérieur. Alors cette question, elle arrive aussi avec cette œuvre-là de 1980 qui s'appelle Le Bronx. Encore une fois, on a cette notion de contrainte, puisque donc on va lui demander de venir faire une exposition aux États-Unis dans ce lieu, et on lui demande dans un premier temps d'exposer les œuvres. Elle n'est pas encore très connue, Sophie Calle, les œuvres qu'elle connaît, qu'elle a déjà faites, pardon, et elle va trouver que c'est peu approprié finalement de mettre les dormeurs ou quelque chose comme ça dans une galerie qui est en plein milieu du Bronx. Donc elle va refaire un protocole en fait pour cette œuvre-là, sur place, à chaque fois, in situ, et elle va donc aborder les passants pour leur demander donc de les emmener dans le lieu de leur choix, où elle les prendra en photographie. Donc on a un même système de photographie, où donc elle a été guidée. Une fois qu'elle a établi son protocole, elle le donne aux passants qu'elle rencontre, il l'emmène, il le comprend, il l'emmène dans le lieu de son choix, il se fait prendre en photographie et elle fait la narration de ce qui vient d'arriver. Alors ça c'est un peu pour l'anecdote, mais donc ils font l'accrochage donc dans cette galerie. Et donc, la veille du vernissage, un graffeur va donc rentrer dans la galerie et va faire du graffiti un petit peu partout, et ce qui va finalement plaire beaucoup à Sophie Calle, et elle va garder donc l'ensemble comme ça, donc l'ensemble fait œuvre. Je vous en ai montré plusieurs. Donc ces ajouts sur les photographies n'étaient pas prévus, étaient contre le protocole, et ont été les a gardés. Alors ça c'est un autre exemple où encore une fois elle va préciser donc cette fois-ci sa démarche, puisque cette fois-ci elle se fait donc elle revient à Venise, on est en 81. Elle a essayé très longuement de se faire embaucher dans un hôtel vénitien, et donc elle réussit à avoir 3 semaines de remplacement, puisque elle avait pour but donc de photographier les chambres et surtout les effets en fait que vont laisser en arrivant donc les clients. Donc on a une œuvre qui s'appelle Hôtel de 81, et elle nous dit encore une fois comme protocole, donc le lundi 16 février 81, je réussis après une année de démarche et d'attente à me faire engager comme femme de chambre pour un remplacement de 3 semaines dans un hôtel vénitien, l'hôtel C. On me confia 12 chambres du 4e étage. Au cours de mes heures de ménage, j'examinais les effets personnels des voyageurs, les signes de l'installation provisoire de certains clients, leur succession dans une même chambre. J'observais par le détail des vies qui me restaient étrangères. Le vendredi 6 mars 81, mon remplacement prit fin. Donc on a comme ça une série. Alors là, on l'a. Je ne sais pas pourquoi il existe essentiellement. Le texte existait essentiellement en anglais, alors qu'il existe en français, mais voilà. Donc toujours la même chose. On a des clichés sans qualité en fait,
des artefacts que déposent les clients en arrivant. Et puis, chaque chambre est représentée par son lit et le texte qui l'accompagne. Donc on l'a comme ça, et on a comme ça un certain nombre de chambres numéros, etc., etc. Donc là, on a bien aussi cette idée de, si ce n'est pas pour rentrer dans l'intimité, mais un protocole qui permet d'arriver dans l'infraordinaire, en fait, vraiment de regarder, et à partir de choses très concrètes et très factuelles, de s'imaginer tout ce que l'on veut, en fait. Sophie Calle, elle fonctionne comme ça, avec son imaginaire, mais elle ne nous le donne pas à voir. Donc c'est à nous, en fonction de nos souvenirs, de nos histoires, etc., de reconstituer une quelconque histoire qui aurait pu se passer ici, dans cette chambre 47. Enfin, dernière œuvre que j'ai mise sur cette question du protocole, qui est assez important, qui s'appelle Le carnet d'adresse de 83, où elle va expliquer donc comment elle va contacter toutes les personnes dont les coordonnées donc, figurent dans ce carnet d'adresse qu'elle a trouvé, afin de les inviter à parler du propriétaire du calepin. Donc elle nous dit ici comment elle a trouvé. Donc elle le dit, à la fin du mois de juin 83, je trouve un carnet d'adresse. Je le photocopie avant de le renvoyer anonymement à son propriétaire dont les coordonnées sont indiquées sur la page de garde. Un quotidien m'ayant proposé de réaliser un feuilleton destiné à être publié durant l'été 83, je décide de contacter certains d'entre eux dont les noms figurent dans ce carnet et de leur demander de me parler de son propriétaire. Alors ça c'est, en fait, il est publié dans Libération, il y a des petites colonnes comme ça, comme un feuilleton. C'est assez mauvais. Donc, elle décide qu'elle ne va approcher de cet homme que par leur intermédiaire. C'est-à-dire que elle ne s'autorise pas à rencontrer le propriétaire du carnet, mais bien qu'elle va utiliser les numéros qu'elle trouve dans ce carnet pour appeler les amis ou les contacts du propriétaire et leur demander donc de dresser un portrait de cette personne qu'elle ne connaît pas. Elle continue donc en disant « J'essaierai de le découvrir sans jamais le rencontrer et de faire de lui un portrait à la durée aléatoire, car elle dépendra du bon vouloir de ses proches à l'évoquer et de la tournure que prendront les événements. » Donc encore une fois, on a un protocole, elle peut reprendre encore le carnet aujourd'hui et on va certainement lui donner ou lui dresser un autre portrait ou un portrait différent en fait du propriétaire. Mais à l'instant où elle le fait, il est comme ça et donc il sort comme une forme de feuilleton dans Libération. Donc le protocole chez Sophie Calle, il est expliqué clairement et de façon solennelle, de telle sorte qu'il nous apparaît comme essentiel, voire bâtisseur en fait de l'œuvre. Et son travail donc va refléter l'importance qu'accorde l'artiste à la notion d'obéissance, qui va contre le hasard, mais finalement dans lequel elle peut mettre beaucoup de choses hasardeuses. Donc une fois les règles décidées, Sophie Calle donc les suit scrupuleusement. Elle nous dit j'aime contrôler et j'aime perdre le contrôle. L'obéissance à un rituel est une manière de fixer les règles et ensuite de se laisser porter. Par exemple, donc dans Suite vénitienne, qu'on a vu tout au début, l'homme que je suis peut m'emmener où il veut, j'y vais. C'est la règle du jeu, mais c'est moi qui l'ai choisi. Donc elle dit bien que certes, elle va faire ce que décide l'homme après coup, mais c'est bien elle qui garde les rênes, puisque c'est elle qui a décidé. Et ce que je disais tout au début, c'est que finalement, en art, le hasard ou le protocole est toujours, même si il sert à se détacher du geste artistique, il est toujours dû à l'artiste. Je rêve, elle nous dit, toujours de situations dans lesquelles je n'aurais rien à décider, me laisser faire vraiment, mais je ne sais pas si j'en serais capable, si la situation se présentait. Donc on a ici un passage d'une phase d'activité, donc la décision des règles du jeu, à une phase de passivité où elle va obéir aux règles qui sont données, aux règles qu'elle a elle-même données. Elle a donc le devoir d'obéir, puisque c'est le jeu et puisqu'elle doit s'y soumettre.
Alors, on a ici un autre exemple de 94 qui s'appelle Gotham Handbook et donc qui va, comme pour les autres on a vu dans les accrochages, hein, mêler témoignages, photographies et récits d'expérience. Alors, c'est une œuvre qui est le fruit d'une collaboration entre l'artiste, donc Sophie Calle, et Paul Auster, qui est auteur, entre autres, du roman Léviathan, qui s'est, dans ce roman, inspiré de Sophie Calle pour dresser le portrait d'une des héroïnes, une des protagonistes, hein, qui s'appelle Maria, et donc qui va mêler, dans ce roman, hein, de Paul Auster, fiction et réalité. Ici, donc, dans Gotham Handbook de 94, Sophie Calle va en fait lui redonner la monnaie de sa pièce, puisqu'elle va s'amuser à inverser le procédé en tentant de s'identifier à la personnalité d'un personnage créé à cette occasion par Paul Auster. Donc elle va demander à Auster de lui créer un personnage qu'elle va elle-même jouer ou revivre en fait dans les rues de New York. Alors, on voit que des instructions en fait lui sont données sur ces petits bouts de papier en fait qui sont griffonnés, et donc c'est comme un petit peu comme un scénario en fait. Paul Auster va lui donner au fur et à mesure comme ça son scénario qu'elle va devoir vivre. Alors, je me termine assez rapidement. Donc je disais qu'il y avait donc ces protocoles hein, qu'elle mettait en place, mais ces contraintes hein, très, très fortes auxquelles elle doit se plier ou plier hein, les gens qu'elle invite, mais elle peut aussi être rappelée à l'ordre, hein, comme dans l'attitude vénitienne, où elle a le droit, puisque c'est la question aussi du jeu, elle a le droit de braver en fait, ou de changer les règles, ou de mentir. Puisque, et là je cite Pérec, il nous dit que quand on établit un système de contraintes, il ne faut pas qu'il soit trop rigide, il faut qu'il y ait du jeu. C'est-à-dire cette question hein, du hasard qui peut se mettre en place dans ces contraintes, il est nécessaire, sinon en fait, on ne s'amuse plus à l'intérieur. Quand il y a donc souplesse hein, dans l'œuvre de Sophie Calle, elle le note scrupuleusement hein, dans ses rendus, hein, et pour expliquer pourquoi, parfois, elle va tricher. Alors, il y a un autre artiste qui travaille là-dessus de façon récente hein, et qui triche aussi, c'est Laurent Tixador, entre autres avec cette performance de 2011 qui s'appelle La chasse à l'homme. Alors je vous le montre là. Alors, Laurent Tixador, c'est un artiste français et il a organisé, enfin, je pense que vous connaissez cette œuvre, hein, certainement, enfin, sa propre chasse. Donc le but c'était donc de partir hein, d'un point A et d'arriver, si je ne me trompe pas, à la fondation Ricard à Paris, et où était accroché donc cet objet, et il devait mettre ses chaussures s'il arrivait avant d'avoir été capturé, ou la personne gagnait le trophée si elle avait capturé Tixador. Donc en amont, il a envoyé une lettre, hein, qui est en fait un contrat, aux gens qui sont intéressés hein, par cette chasse. Alors, vous pouvez lire, hein, dit « J'organise bientôt une chasse à l'homme suite à une invitation de Paul Ardenne, nanana, à participer à la fondation d'entreprise Ricard. » Donc, désormais... alors, oui, donc... Alors, il y a eu tout un système en fait, de personnes qui ont essayé de le trianguler avec son téléphone portable, etc.
Il fallait donc demander une licence de chasseur, en fait, pour pouvoir aller à la suite de Tixador et remplir des formulaires. Enfin voilà, il y avait tout un protocole, etc. Alors, c'est Tixador qui est arrivé en premier, simplement parce que quand il y a jeu, il y a tricherie, et qu'il n'est pas du tout parti à la date qu'il avait indiquée. Voilà, mais donc vous voyez les chasseurs et le gibier s'engagent à n'user ni d'armes ni de violence, etc. Donc il y avait quand même tout un contrat relativement important qui est peut-être risible, mais malgré tout ça a été une vraie chasse. Et en fait, ils se sont un peu trop pris au jeu. Ils étaient vraiment derrière avec les tentes, les vivres et compagnie. Enfin, ils ont mis tout un système, voilà, au point de triangulation du téléphone, enfin, pour le trouver. Et il est arrivé donc tout sale le soir de son vernissage pour accrocher ses chaussures. Alors pour terminer, je voulais vous montrer une vidéo. Alors non, il faut que je fasse un peu comme ça. Excusez-moi. Je vais faire ça un peu mieux. Tac. Qui est de Oucan Berck comme la ville, où il y a le festival du cerf-volant, je crois. Alors, c'est encore une fois cette question du protocole et après le protocole en fait du hasard dans l'œuvre de Sophie Calle, où elle va demander donc à une voyante de lui prédire son futur, afin, je la cite, d'aller à sa rencontre et de le prendre de vitesse. Où, quand, quoi. Elle avait refusé. J'avais réduit mes ambitions, où et quand. Pas plus. Au début, elle avait résisté. Donc la voyante, elle refusait de me donner des ordres. J'ai insisté. Un mois plus tard, elle acceptait de tenter l'expérience avant de s'engager plus sérieusement. Elle précisa. La préservation de votre libre arbitre me semble essentielle, autant que la préservation de ma crédibilité. Je ne fais pas une consultation, je tente un jeu créateur. Proposé à l'aide de visions et de ma conscience des arts divinatoires, des pistes, des directions que vous choisirez librement de fouiller, d'emprunter et d'interpréter à travers votre travail d'artiste. Cela étant dit, elle a consulté les cartes. Et dans ces cartes, entre autres, elle lui demande d'aller à Berck. Où elle va... où est-ce que je peux avoir un plein écran ? Ici. Où elle va rencontrer Mémé. Une vieille dame valide s'est assise à côté de moi. Je peux tenter de vous poser une question ? Oui. Elle répond. Rien, j'ai rien perdu, suis-moi. Où ça ? Elle répète. Viens, viens. Alors je me lève. Elle se présente, Mémé. Son nom, elle ne le donne jamais. Mémé a 87 ans. Elle est arrivée à Berck il y a 10 ans. Elle vit seule. Elle dit qu'elle aime donner des ordres. Nous longeons la mer, elle salue tout le monde, j'ai du mal à la suivre. Elle commande. Viens, ici, par là, regarde par terre, dépêche-toi. Je lui demande si c'est encore loin et elle répond que ce n'est jamais loin. Si ce sera long, et elle dit que ce n'est jamais long. Vous savez qu'il y a 13 hôpitaux ici ? Non. Écoute-moi, regarde-moi, en marchant comme ça. Viens chérie, viens vers moi, viens je t'adore. Mais c'est quoi, viens chérie, viens chez moi, viens je t'adore. Mais oui, j'ai plus le ventre et j'ai mes jambes de 20 ans. Oui. J'ai mes jambes de 20 ans. Je vous dis combien de personnes qui me disent, mais chier que te fais ta camp. Ben ça vient de là, sûrement. Je sais pas, j'ai même pas mal aux jambes, ni rien du tout. Mais alors, je vous dis, vous allez voir, tout de même lâcher la tête en bas. Pourquoi en bas ? Parce qu'il y a tellement de la merde par terre. Ah. Nous sommes arrivés devant une flaque d'eau croupie et Mémé m'a demandé de tremper mon doigt dedans et de me le fourrer ensuite dans le nez pour soigner mon rhume. Clac. Là, c'est tout, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je ne suis pas enrhumée, mais j'ai enfoncé mon doigt mouillé dans ma narine. Oui, ça va. Voilà. Mais tu l'as pas bien mis celle-là. Si, complètement. J'ai dû frotter mon ventre de cette eau et elle m'a interdit d'en ramener dans une bouteille. Alors, si c'est un rhume, c'est là. Oui. Et c'est comme ça. Et tout l'enfant sur Sylvain, tu sais, tu respires. T'as un rhume ? Non. À l'avenir, ça. On ne sait jamais. Et comme ça. Oui. Si c'est gonflé là, comme ça. Et puis comme ça. Si t'as un homme qui a plus de cheveux, c'est comme ça, mais surtout pas comme ça. D'accord. C'est comme ça, et puis comme ça. Celle-là. Oui.
te viens. D'accord. Nous sommes repartis, au pas de charge. Visite du marchand de frites qui fait les bonnes frites. Surtout ne jamais aller chez son concurrent. Elle m'a fait respirer à plein poumon, comme ma mère qui m'emmenait dans les bois et ordonnait. Respire ici. J'ai respiré. Et toute la journée, vous faites quoi, Bert? Le trottoir. Le trottoir? Bah oui. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait comme maintenant? On fait trottoir. Il n'y a pas. Je te dis, je commanderai un régime. Donne-moi tout. Elle a pris de force ma main dans la sienne, l'a broyée et l'a trouvée froide. C'est un manque de vitamines. J'avais besoin de carottes. Et si j'étais là, c'est aussi que j'avais besoin d'aide. Oui. Oui, cru ou cuite. Ils vont te donner du sang. Ils vont te donner de la vie. Donne-moi tout. Ben oui, en me disant donne-moi tout, je te commande. Moi, j'aime bien qu'on me commande. Ah bon? Attention, marchez la tête en bas. Viens. Viens, on va les respirer. Oui, respirer là. Ouais. Respire ici. Et alors là-bas où il y a la barrière, incroyable la différence. Nous sommes arrivés devant une barrière qui mesurait 2 mètres et elle m'a fait admettre que l'air était totalement différent selon si on le respirait du côté gauche ou du côté droit. Viens ici, viens ici. Appuie-toi là. Oui. Et respire. Mais fort. Tu entends la différence? Ouais. Hein, la différence qu'il y a. C'est pas croyable hein, la différence qu'il y a. Ici la vie elle rentre dans tout partout. Bon. C'est mieux de respirer de quel côté? De ce Ici. côté-là? Oui, que là. Plutôt que là? Oui. 2 femmes passaient par là, Mémé a réitéré l'expérience. Elle n'est pas le même. Non, un petit peu, il y a un petit. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a tout de même une différence. On a toutes prétendu sentir la différence. C'est pas croyable, hein, la différence qu'il y a. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais combien de portraits? T'es en train de tirer mes portraits? Ouais. Mais combien de portraits t'as tiré? Tout le temps? Allez, on y va. D'accord. 2 heures plus tard, je courais toujours derrière elle. Je voulais recevoir des ordres, et bien je suis servie. Ben, au revoir, Mémé. Oui, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ouais. Ça veut dire au revoir. Ouais, salut. Voilà, c'était juste pour montrer que Sophie Calle pouvait trouver son maître de temps en temps et s'en remettre au hasard de Mémé. Merci beaucoup.